Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Elview, le plateau réservé exclusivement à l'élite sur Lumière du Monde Télévision. Parlons d'élite, nous recevons un invité de marque et non des moindres, monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Ingo Herbert, avec qui nous parlerons naturellement de la coopération germano-ivoirienne et bien entendu les activités qui tournent autour de cette coopération. Excellence, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de nous accorder ce plateau de télévision. Voilà. Pas de Alors, souci. voilà, comme vous le constatez, je ne serai pas seul à vous interroger. Je serai donc avec Jean-Richard Nguessan. Bonjour Colbert, shalom Excellence, bienvenue chez nous. Justement, bienvenue chez nous. On dit Akwaba en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, on vous dira en Swahili caribou. En Moré, on dit Niyango, puisque vous avez fait le Burkina Faso. En allemand, comment ça se dit? Willkommen, herzlich willkommen. H6, Willkommen. Willkommen. Voilà qui est bien. Welcome. Ça veut dire... Comme welcome. Et comment ça s'écrit? Willkommen. Oui. W-I-L-K-O-M-M-E-N. Voilà, tu es bien dit. En tout cas, merci encore une fois de nous accorder cette interview. Nous allons permettre à nos amis téléspectateurs de mieux faire connaissance avec vous. Et c'est Jean-Richard Nguessan qui va donc se peler à présenter votre biographie. Merci Colbert. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre invité du jour, son Excellence Ingo Herbert, a un parcours qui force le respect. Il est chevronné de diplomatie, passionné de culture. Nous nous efforcerons donc de livrer quelques grandes dates de sa belle trajectoire. Il est né le 10 avril 1960. C'est en 1978, à l'âge de 18 ans, qu'il célèbre l'obtention de son baccalauréat. Il opte dès lors pour des études de droit, de philosophie et de théâtre. Après plusieurs stages juridiques préparatoires, il entame son ascension professionnelle. En 1989, il intègre le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne et il gravira les échelons au fil des années. Son Excellence Ingo Herbert occupera plusieurs fonctions par la suite dans de nombreuses représentations diplomatiques à Moscou en Russie, Tel Aviv en Israël, en Tanzanie, Pretoria en Afrique du Sud, Lagos au Nigeria. Au Burkina, il devient ambassadeur jusqu'en 2020. Au mois d'août 2020, il est nommé ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Soit dit en passant que la cérémonie de présentation des lettres de créance s'est tenue le vendredi 6 novembre 2020 au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Il est marié à Inge, j'espère que je prononce bien. Son Excellence Ingo Herbert est père de 2 enfants. Raoul, son aîné, âgé de 26 ans, et Lou Herbert, sa fille âgée de 23 ans. Voici présenté Colbert, le pédigré de son Excellence. C'est un homme à la fois disponible, comme vous le voyez, est passionné d'action sociale, mais aussi est fervent d'humanitaire. C'est bien dit, Excellence. C'est bien dit. Merci encore une fois. Alors, quand il parcourait votre biographie, j'ai cru entendre le théâtre. C'est une passion? Oui, c'est définitivement une passion, les deux, théâtre et l'opéra. Ah, ok. Et quand j'étais jeune, j'étais vraiment pas encore, quand je fais mes études en droit, pas décidé de quoi faire. J'étais toujours intéressé déjà à cette époque au droit public, droit international, public, des relations internationales, et aussi le théâtre, l'opéra. Et si vous me demandez, comme jeune, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, ça sera soit, oui, comme je suis devenu diplomate, soit directeur d'un théâtre ou de l'opéra. Oh, d'accord. ok. Ouais. Vous êtes donc un passionné de la culture. Alors, Excellence, nous venons de parcourir votre vie académique et professionnelle qui présente un capital d'expérience diplomatique considérable. Vous avez servi successivement dans plusieurs pays africains, en Tanzanie, en Afrique du Sud, en Afrique occidentale, vous avez fait le Nigeria, le Burkina Faso, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Que retenir donc à ce stade de votre carrière diplomatique de la coopération germano-afrique? J'ai trouvé, premièrement, il y a une bonne image de l'Allemagne en Afrique, mais aussi beaucoup d'attentes. Et en plus, j'ai réalisé, parce qu'un partenariat ou une coopération, on a toujours deux côtés,
qu'il y a encore beaucoup de potentiel d'un approfondissement, un enrichissement, parce que, comme je dis toujours aussi dans mes discours, l'Allemagne n'est pas encore tellement présent en Afrique qu'on pourrait penser si on considère que l'Afrique est le voisin naturel de l'Europe. Et à l'autre côté aussi, l'Afrique en Allemagne n'est pas tellement présente. Bon, vous connaissez l'histoire. On a perdu les colonies il y a plus de 100 ans, et heureusement, mais on n'a pas, par exemple, à cause de ça, des grandes communautés africaines comme dans des autres pays européens. Et je trouve, si je dis, pour nous, l'Afrique, c'est encore à découvrir. C'est aussi pour les Africains. Nous aurons l'occasion de parler amplement justement de cet aspect de notre échange, mais je voudrais savoir, l'Afrique a pour elle sa chaleur tropicale et également sa chaleur humaine. Au-delà donc de la légendaire hospitalité africaine, que retenez-vous des Africains depuis que vous êtes sur le continent? Comme vous avez signalé, c'est mon 5e pays et très souvent on parle de l'Afrique aussi chez nous comme un pays. Mais comme en Europe, il y a des grandes différences entre les pays de mentalité. Mais vous avez raison. Une des choses que j'aime plus, c'est vraiment l'humanité. Et aussi, je trouve que les gens sont très curieux, très ouverts. Et avec aussi, ça c'est l'expression de l'humanité, cet sentiment de solidarité. Et je dis toujours, un sourire en Afrique, c'est vrai, ça vient du cœur. Et ça fait les contacts toujours agréables. Ça fait combien d'années que vous êtes en Afrique? Je crois que c'est mon 13e. 13e année, d'accord. 13 ans, on peut vous considérer aujourd'hui comme un Africain? Je ne sais pas s'il y a une limite. Chez nous, on dit très souvent, après 7 ans, on est plus à l'aise où on vit que de la ville natale. D'accord. Peut-être en quelque sorte, oui. Après 13 ans moi, quand même. Comme ma famille, nous avons vraiment des chapitres africains de ma vie. Oui. Absolument. En Côte d'Ivoire, vous êtes et je ne regrette rien. En Côte d'Ivoire, vous êtes là depuis juillet 2020. Est-ce que vous avez visité des villes ivoiriennes et qu'en retenez-vous des villes ivoiriennes notamment? Oui, quelques-uns, pas encore trop. Mais j'étais naturellement à Yamoussoukro, à Baoké, dans 2 villages pour inaugurer des écoles, Grand Bassam, Assini. C'était ça, ouais. Mais j'ai connu aussi Abidjan avant de mes postes comme Lagos ou Ouagadougou, parce que ma femme a travaillé pour une fondation à Dakar. Alors, on s'est rencontrés au milieu à Abidjan plusieurs fois. Ok. On va parler notamment de la présence des Allemands en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire. À combien peut-on estimer le nombre d'Allemands en Côte d'Ivoire et en Afrique de façon générale? Je ne peux pas vous dire exactement, parce qu'on n'a pas, comme quelques pays du monde, on n'a pas une obligation de s'enregistrer à l'ambassade. Comme ça, on n'a pas vraiment un chiffre officiel. Ici, en Côte d'Ivoire, on dit entre 300 et 400 personnes. Mais en Afrique, non, on n'a pas cette obligation. C'est volontaire. On a une offre de s'enregistrer pour des informations, même pour des voyageurs, des touristes. Mais autrement, seulement peut-être tous les 10 ans, si quelqu'un a besoin d'un nouveau passeport, il passe par l'ambassade et comme ça, on sait, oui,
il habite encore dans ce pays. Je crois en Afrique du Sud, on a par exemple une grande communauté, aussi avec une double nationalité. Là, on a presque, je crois, 100 000 par exemple. Mais 100 000 Ok, non. approximativement, 100 000 de citoyens allemands, dans le oui, monde, en avec Afrique, une double nationalité. nationalité. Oui. D'accord. Excellence, faisons un peu de géographie à présent. L'Allemagne est un pays situé à la charnière de l'Europe occidentale et de l'Europe centrale, avec une population estimée à plus de 80 millions d'habitants. Est-ce que cette population est un atout pour le pays sur le continent européen? Oui, comme vous avez dit, nous sommes au centre de l'Europe Hmm. avec 9 voisins. Et actuellement, après la réunification de l'Allemagne pour la première fois, avec une situation de paix et de bonnes relations avec tous les pays voisins. Parce qu'autrement, en Europe, on a dans notre histoire, on a eu très souvent eu peur d'une Allemagne unifiée comme ça. Pour des siècles, on n'était pas unifiés et on a eu des royaumes différents, la Prussie, la Bavière, la Hesse, Hanovre, mais on n'était pas unifiés et les voisins ont bien apprécié ça parce ils ont eu peur toujours d'une Allemagne au centre trop puissante. Mais comme l'histoire a montré après la Deuxième Guerre mondiale, aussi avec la création de l'Union européenne, on est encore toujours, même la majorité de la population, pour l'idée de l'Europe, d'une l'Union européenne. Et si vous regardez aussi la politique d'Allemagne, c'est toujours une politique très prudente, près de trouver des compromis avec des voisins et au niveau de l'Union européenne. Alors, Mais comme ça, à tout ou non, on a comme vous aussi, on a des influences aussi dans ce qu'on appelle euro-région, par exemple, vraiment aux frontières avec des voisins. Aujourd'hui, on a vraiment une infrastructure aussi très souvent partagée où les gens habitent en Allemagne, travaillent en Hollande ou en Autriche et vice-versa. ok. Alors, l'armoirie allemande présente un drapeau tricolore. Nous avons donc la couleur noire, rouge et jaune. Est-ce que ces couleurs ont une signification particulière pour le peuple allemand, dans l'histoire du peuple allemand? Oui, 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 définitivement. Après les guerres de Napoléon, il y avait un mouvement de libération et pour la démocratie. Alors c'était en début du 19e siècle. Et là, il y avait un régiment. La majorité des étudiants et cet régiment, parce que c'était mélangé de toutes les régions de l'Allemagne, de tous les royaumes. Et ce mouvement pour une unification, pour la démocratie, pour la liberté, a eu une uniforme. Et c'était noir, l'uniforme. Le tissu, c'était noir. On a eu des épaulettes en rouge et des boutons. Des boutons? Oui, Ok. en or. En or. Et on a dit, oui, après un temps de servitude, après des batailles sanglantes, la libération de Napoléon, maintenant on veut avoir la lumière de la liberté en or. Ok. C'est ça. Et c'était aussi déjà après la Première Guerre mondiale, la République de Weimar a choisi, à cause de cette tradition démocratique, ces couleurs. Ces couleurs. Parce que si c'était l'Allemagne avec une monarchie, avec l'empereur, c'était les couleurs noir, rouge, blanc. Ok. Blanc, rouge.
D'accord. Parlant toujours du drapeau, le dispositif des couleurs de façon horizontale, est-ce que cela a une explication? Oui, aussi. Parce que tricolore, comme la France, c'était un symbole pour une république. Mais la majorité des gens qui quand même luttaient pour l'unification, pour la démocratie, voulaient encore garder la monarchie. Peut-être comme en Grande-Bretagne, avec un parlement, un premier ministre assez indépendant, plutôt seulement une monarche cérémonielle. Mais tricolore, comme le drapeau français, c'était le symbole pour la vraiment une république et la majorité voulait quand même réformer la monarchie, mais continuer avec la monarchie. Comme ça, on a les drapeaux, les lignes ok. horizontales. Horizontales. Et qu'est-ce qui explique la présence de l'aigle royal dans l'armoirie? Ah, ça, c'est le symbole depuis, je crois, même de Charlemagne. C'est vraiment du siècle, le symbole d'Allemagne, mais aussi toujours aussi de l'Autriche, parce qu'on a eu quelques associations de tous les royaumes, et le chef, on pourrait dire, c'était toujours l'empereur de l'Autriche. Et l'empereur de l'Autriche a même eu deux aigles, deux aigles, mais comme ça, parce que c'était toujours dans la tradition de l'Allemagne. On a gardé ça aussi pendant la République de Weimar. Là, on a eu une discussion si on devrait changer l'animal, mais on a gardé ça parce que c'était toujours oui, dans l'histoire depuis si longtemps. D'accord. Nous allons à présent, Richard, faire parler économie sur ce plateau de télévision. L'Allemagne est aujourd'hui la première puissance économique européenne. En 2016, elle a réalisé un excédent commercial de plus de 252 milliards de dollars, devenant ainsi la première puissance exportatrice mondiale devant la Chine et le Japon. Quels sont les atouts qui confèrent aujourd'hui à l'Allemagne cette puissance économique en Europe? Je crois. En comparaison avec des autres pays aussi en Europe, on a gardé quand même encore une base d'industrialisation. Alors, c'est une base, je crois, le chiffre, c'est à peu près 25%. Et l'autre pays, je crois, parfois, ont seulement gardé 12, 13. Ils sont au service ou d'autres secteurs de l'économie. Et la base, ce ne sont pas des grandes entreprises, vous connaissez, comme Siemens, Mercedes, Oui. Volkswagen, Ils sont très ou représentés en Afrique aussi. BASF, mais vraiment le dos de l'économie, ce sont des entreprises PME et plutôt moyennes entreprises. Mais ça veut dire c'est très souvent, ils ne sont pas nécessairement dans les grandes villes. Très souvent, ils sont dans les mains d'une famille. Et troisièmement, quand même, ils sont leaders mondiaux, des champions cachés, comme on dit, des experts dans un segment de production. Et quand même, ils ont peut-être 2000 employés, sont présents en 30 pays, avec chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Ça, c'est vraiment la base. Très souvent, on ne connaît pas le nom même du D'accord. produit, mais c'est partout, on le trouve Vous avez partout. parlé de PME. On sait que l'Allemand a une culture de travailleurs. Est-ce que derrière le succès de ces PME, c'est la culture du travail acharné de l'Allemand qui a triomphé? Oui. Alors, aussi avec les syndicats, chez nous, on a orienté vers un dialogue. Et je dis toujours, en Afrique, si des entreprises allemandes s'engagent, sont présents, ils s'engagent beaucoup, oui, avec une responsabilité sociale, mais aussi comment on traite les employés. Je dis toujours, c'est comme une grande famille. Ok. Et aussi avec nos syndicats,
des vraiment grandes entreprises, là, au comité de supervision, la moitié des membres viennent des syndicats. Par exemple, si on a une récession, on discute là, on dit, bon, on n'a pas assez de travail au moment des ordres, pas assez pour travailler 5 jours par semaine. Mais si vous êtes d'accord de travailler 4 jours, on ne doit pas licencier une personne. D'accord. Mais avec un salaire peut-être aussi réduit. D'accord. Réduit. Alors, la politique du commerce extérieur de l'Allemagne fait de son économie la plus ouverte du G7. Justement, parlant de ce commerce, quelle place l'Allemagne accorde-t-elle au marché africain, Ah, notamment ivoirien? comme je dis en début, pas encore assez. Ça, maintenant, l'intérêt a vraiment augmenté dans les dernières années. Mais les chiffres jusqu'à présent, je crois il y a 2 ans, seulement 2% de tous les exports d'Allemagne sont allés en Afrique subsaharienne. Ok. Et je crois Notamment, les investissements externes, moins d'1% de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de grandes entreprises pour les matières premières. ok. Pour l'Allemagne, c'est la technologie, la production. lourde. Si on n'a plus de la production, plus de l'industrialisation en Afrique, ça c'est intéressant. Et naturellement, vous avez déjà la technologie, par exemple, dans les brasseries, là, pour remplir les bouteilles ou de remplir le sac de ciment et tout ça. Et là, vous avez la technologie allemande déjà. Mais comme je dis, je suis toujours un avocat et on le voit pour le développement de l'Afrique. Avec la coopération, on est là depuis l'indépendance, depuis longtemps. On a de bonnes relations. Mais vraiment pour avoir un développement économique, on a besoin des investissements. Il faut produire ici plus. J'ai envie de vous Et demander comme ça, c'est qu'est-ce qui intéressant. coince depuis? L'Afrique devient de On sait plus en que, plus intéressante. voilà, justement, pour qu'est-ce qui nous. coince depuis? Pourquoi vous n'êtes pas assez investi en Afrique? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui coince? Euh, je crois qu'il y a plusieurs. C'est la formation, l'éducation des gens. Comme c'est la raison pour laquelle c'est aussi avec ce changement de paradigme de la coopération traditionnelle vers un développement économique. La formation, c'est un facteur clé de notre coopération maintenant avec l'Afrique. Aussi, ça sera avec la Côte d'Ivoire. En plus, avec le G20, initiative de la chancelière pour le compact, vraiment d'avoir plus d'investissements pour le marché, parce que jusqu'à présent, on me demande très souvent pourquoi on n'a pas beaucoup d'investissements de l'industrie automobile d'Allemagne, parce qu'il faut avoir un marché pour acheter des voitures. Et ça, on a eu en Afrique du Sud, où on produit aussi, je pense, ce sont des entreprises globales pour le marché, l'Asie, des États-Unis. Mais ils ont commencé, par exemple, Volkswagen à Ghana avec une usine à Rwanda, mais pour produire 5000 voitures par an, mais avec un modèle aussi lié à un modèle Uber de taxi loué, parce qu'on n'a pas encore acheté vraiment une moyenne classe suffisante pour acheter des voitures d'un chiffre pour produire. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, vous accordez un point particulier à la formation? Parce que vous avez abordé le secteur automobile, qui est un secteur qui est l'un des piliers de l'industrie du côté de l'Allemagne. Les chiffres sont éloquents. C'est un secteur qui emploie près de 800 000 personnes. Est-ce qu'au titre de la coopération, il y a la formation qui sera une base, la formation notamment des jeunes? Oui, deux choses. En ce qui concerne les automobiles, naturellement, ils sont aussi ici présents par les distributeurs. Et je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, mais quand j'étais à Lagos, je sais Mercedes là-bas, naturellement, ils ont formé des dizaines de Nigériens chaque année, aussi pour les garages, pour
révision pour les services, ils sont présents, ils font ça. En plus, c'est la question en Allemagne, on a un système historique, c'est le système par alternance ou le système dual. Ça veut dire on a un mix où les entreprises sont prêtes de former des jeunes, mais aussi un coiffeur. Et un jour par semaine ou trois semaines tous les 3 mois, les apprentis, les apprenants vont à l'école pour apprendre encore pourquoi je fais des choses. Comment faire un mécanicien, qu'est-ce qu'on doit faire, on apprend dans l'entreprise et pourquoi je le fais, j'apprends à l'école. Et ça, c'est l'État. Et ça, c'est quelque chose, beaucoup des États dans le monde entier sont intéressés d'adapter ce modèle à des circonstances locales. Ça, c'est un atout aussi de l'économie allemande. Excellence, abordons la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que ça a un impact notamment sur les exportations de l'Allemagne, notamment en Afrique? Non, je ne suis pas au courant de ça. Pour nous, oui, les États-Unis et la Chine sont des grands marchés où on a beaucoup de relations. Mais ce que j'ai réalisé avec Covid et aussi chez nous, on a réalisé qu'il faut diversifier la production. Et je dis toujours, ça c'est une chance pour l'Afrique. Ça c'est une chance pour l'Afrique. D'accord. Excellence, nous allons faire un peu d'histoire. La date du 9 novembre 1989 est une date d'anthologie dans l'histoire du peuple allemand. Le mur de Berlin s'écroulait à cette date. L'Allemagne fédérale et l'Allemagne démocratique se réunissaient, se fédéraient pour faire une seule nation. Est-ce que dans les premières heures, cette réunification a eu un impact sur la coopération avec l'Afrique? Oui, l'unification a profité de ces deux contacts, je trouve. C'est ça. En termes d'opportunités d'affaires, qu'est-ce que l'Allemagne pourrait offrir à des Africains qui souhaiteraient investir sur le territoire allemand? L'Allemagne est toujours considérée un des pays pour des investissements les plus favorables au monde entier. Alors c'est un pays, comme vous avez dit, ouvert économiquement, avec une bonne infrastructure et parce que nous sommes une république fédérale, même chaque État fédéral a le droit de faire la promotion d'investissement. Alors, ça dépend même dans quelle région vous voulez investir. Quelles sont les grandes attractions en termes d'investissement qui pourraient intéresser les Africains? Et notamment, est-ce qu'il y a des facilités aussi pour les Africains pour aborder dans le même sens? Est-ce que, en tant qu'Africain, je pourrais investir peut-être dans l'immobilier, dans le transport, dans la restauration? Quelles sont les grandes... Naturellement, il n'y a pas de différence. On a un état de droit et il n'y a pas de différence quel investisseur vient. Ce sont les mêmes conditions pour tous. Et oui, vous pouvez acheter des immobiliers, vous pouvez acheter des actions, des grandes entreprises, des sociétés anonymes. Mais la seule restriction, il y a certains secteurs clés où on a besoin de l'accord du gouvernement. La décision, là, le gouvernement doit approuver un investissement clé dans une entreprise qui est considérée clé pour la sécurité nationale. Généralement, dans quel type de secteur économique retrouve-t-on les Africains en Allemagne? Je pose la question parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui nous suivent, qui souhaiteraient éventuellement investir en Allemagne. Dans quel secteur d'activité on retrouve très souvent les Africains? Je crois, honnêtement, il faut l'avouer, jusqu'à présent, c'est très limité. C'est très limité, c'est plutôt, comme vous avez indiqué, dans les immobiliers, peut-être,
dans des grandes sociétés anonymes, mais on n'a pas. J'ai fait un peu la recherche, je n'ai pas trouvé des entreprises. Je sais des entreprises sud-africaines sont présentes, mais pour les Africains. Bon, je crois, dans le secteur, oui, agriculture, c'est un grand secteur. On pourrait, avec les produits, autrement peut-être textile. J'ai vu ça avec le coton au Burkina Faso, avec le coton de haute qualité. Textile, de designer, oui, peut-être aussi. Meubles, mais comme j'ai dit, jusqu'à présent, je ne sais pas, c'est plus en Grande-Bretagne, en France, avec une plus grande diaspora là-bas, mais en Allemagne, c'est encore très limité. C'est aussi tout à fait à découvrir. Et comme j'ai dit, il y en a les deux côtés, de notre côté, mais aussi du côté des Africains. Donc un pays qui est à découvrir au niveau des investisseurs africains. Si vous le permettez, nous allons parler maintenant santé et excellence. L'actualité sanitaire mondiale, c'est incontestablement la pandémie de la Covid-19. L'Allemagne fait partie des pays européens les plus touchés en ce moment. Ce pays a franchi la barre des 50 000 décès. Quelle est la politique justement mise sur pied pour apporter une réponse à la Covid-19 en Allemagne? Et puis au-delà, quelle est la coopération mise en avant avec l'Afrique pour justement lutter contre cette maladie? Oui, ah bon. On a une deuxième vague en Allemagne, en Europe. Et chez nous, oui, c'est la spécialité, pas la spécialité spécifique pour l'Allemagne, c'est on est vraiment la République fédérale d'Allemagne, avec aussi une responsabilité des États fédéraux. Comme ça, le gouvernement à Berlin doit toujours coordonner ses efforts avec des États fédéraux. Et actuellement, on a pris des mesures assez strictes. On a fermé les frontières pour les pays qui sont touchés par cette mutation, comme l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne, le Brésil. Mais en plus, on a des restrictions et on a une fermeture des bars, des restaurants, la plupart des magasins pour éviter le rassemblement des gens. On a une obligation de masques dans le transport public. On a des recommandations de ne pas voyager s'il n'est pas nécessaire. Et actuellement, oui, les chiffres se diminuent de nouveau de la deuxième vague, mais on a commencé avec les vaccinations, mais naturellement, pas encore. On a un début de vaccination pour tout le monde. On a commencé avec les plus âgés et le personnel de soins, le personnel médical. L'Afrique n'est pas épargnée aussi par la Covid-19, même si elle reste touchée à un degré assez moindre. Comment l'Allemagne coopère-t-elle avec le continent pour lutter contre cette pandémie? Oui, on a soutenu avec une centaine de millions des initiatives internationales, soit l'Organisation mondiale de la santé, là on est un des plus grands bailleurs, mais on a transféré très rapidement aussi des moyens extra supplémentaires. On fait partie de l'initiative COVAX pour en sorte que les pays en voie de développement émergent sont aussi capables de recevoir des vaccins assez tôt que possible. Et là, on a soutenu aussi cette initiative comme Gavi, cette initiative pour les vaccinations avec une centaine de millions d'euros, soit par l'Allemagne, soit par l'Union européenne. En plus, on a soutenu le centre de
d'alerte, bon, je ne sais pas le nom exactement, de l'Union africaine et aussi de la CEDEAO. Alors, pour Et rester dans la même lignée que Jean-Richard, vous parlez de la coopération avec l'Afrique en général. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des actes concrets qui ont été posés ah oui, pour... oui. Et c'est très intéressant. Une des choses, si vous demandez aussi de l'Afrique, quand j'ai visité l'Institut Pasteur ici, le professeur, Madame Dosso, m'a dit, ah, merci, merci pour le protocole de Berlin. Et je dis, bon, protocole de Berlin, je connais la conférence de Berlin. Oui, c'était, bon, comme vous avez mentionné, fatal pour l'Afrique. Bon, mais le protocole de Berlin, non, non, elle a dit, c'est vraiment en début, en janvier de l'année dernière, notre institut de référence, il y a un réseau. Et j'ai appris, il y a plus des instituts Pasteur, plus de 30 instituts Pasteur, mais aussi le réseau, ils ont un réseau international. Et là, notre institut a envoyé le protocole du virus avec les réactifs à ce réseau, à tous les instituts dans le monde entier. Comme ça aussi, ici, l'Institut Pasteur pouvait se préparer si en mars, on a eu le premier cas, vraiment faire des analyses. Ça, c'est une chose. Mais l'autre, c'est, oui, directement l'Institut Pasteur, on a soutenu, on va soutenir, on a remis pour plusieurs organisations, soit IMAS, la société de marketing social, soit, je crois, dans le cadre de notre coopération avec l'Agence pour les frontières et les communes aux frontières. On a remis des masques, des gels, des matériaux. Et en plus, pour les répercussions, pour le fonds de PMI qui sont touchés par le Covid, on est en train, ça se finalise dans les semaines à venir, 30 millions d'euros comme soutien pour le PMI touché du gouvernement ivoirien touché par le Covid. Par la pandémie. Jean-Richard Nguessan, nous allons parler à présent éducation. Effectivement, déjà, l'enseignement de l'allemand a été introduit dans les écoles secondaires de l'ancienne colonie française. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de cette intégration de cette langue dans le milieu académique ivoirien? Je crois, vous avez mentionné le colonialisme, je crois là, on n'était vraiment pas tellement un bon exemple d'éduquer la population locale. Là, on était, je crois aussi, comme tous les colons, assez élites, il faut le dire. Mais après, aussi après l'indépendance, beaucoup de pays aussi en Afrique ont choisi l'allemand comme deuxième langue étrangère. Et là, et pas seulement dans les ex-colonies, parce que là, au Togo, au Cameroun, en Tanzanie, la civilisation est devenue anglaise au Togo et Cameroun, c'est française, ce n'est plus l'allemande. Mais on a beaucoup en Afrique, je crois, 1,6 million de gens qui ont appris l'allemand à l'école ou à l'université. Et aussi en Côte d'Ivoire, j'étais très étonné d'apprendre la Côte d'Ivoire est le pays avec plus des élèves apprenant l'allemand qui ont choisi l'allemand comme deuxième langue. On m'a dit plus que 400 000. Wow. Et ça, c'est un atout aussi, encore une fois, à découvrir pour nos relations. Parce que là, je crois, oui, avec l'Institut Goethe, avec une politique aussi de notre ministère, on soutient des initiatives. Alors, vous soutenez les initiatives, justement, parlant de bourses. Est-ce qu'il y a des bourses qui sont octroyées aux étudiants ivoiriens? Si oui, quelle est la procédure? Oui, c'est pour des étudiants vraiment à l'université. Notre institution qui est responsable pour les bourses
officiel du gouvernement, c'est le DAAD, der Deutsche Akademische Austauschdienst. C'est une organisation, je crois, j'ai appris, avec partout, presque dans le monde, même avec un représentant ici à l'université, au Fouet-Boigny, à Abidjan. C'est maintenant, actuellement, ça a changé. Une femme qui est aussi comme un professeur adjoint pour l'allemand, mais l'autre moitié, un conseiller comment étudier en Allemagne. Et normalement, ce sont, bon, j'ai vu 35 bourses par an. 35 bourses par an. Alors, comme ça, on a à peu près toujours 60 ou plus des étudiants ivoiriens en Allemagne avec une bourse. Mais il y a aussi, nous avons des fondations, aussi avec des programmes. Il y a plusieurs étudiants qui nous suivent, qui souhaiteraient poursuivre leurs études en Allemagne. Il faut s'adresser à l'ambassade de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Oui, ou directement c'est Madame Raucher à l'université, le département des langues étrangères et le département d'allemand. D'accord. Alors, si on faisait une classification des langues internationales, l'allemand se retrouvait à quel poste, à quelle place? Je crois numéro 12. 12? Oui. Ah, d'accord. Et... C'est pas chiffre des personnes, parce qu'il y a des... j'ai vu, il y a des langues, je crois, de l'Asie centrale qui sont encore avant, parce que beaucoup de monde parle ces langues. Oui, mais pas tellement connues dans le monde. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour monter dans le haut du classement, dans la promotion notamment de cette langue? Normalement, en Asie... chez nous, avec l'allemand, il y a des vagues. Après l'unification ou après la fin de la guerre froide, on a eu une augmentation en Europe de l'Est. Actuellement, c'est plutôt en Afrique et en Asie. Et ça dépend aussi toujours des intérêts des gens. Mais en plus, j'ose dire aussi, pour un visiteur ou pour faire des commerces, des affaires avec l'Allemagne, si on parle l'anglais, c'est déjà possible, c'est déjà un atout. C'est bien débrouillé en anglais. Entre la langue et le sport, la frontière est vraiment mince. Jean-Richard Guessant va nous parler sport maintenant. Ah oui, l'Allemagne, on le sait plus ou moins tous, c'est une grande nation de sport. Son histoire est jalonnée de plusieurs trophées, aussi bien en club qu'en sélection. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui fait la force du sport allemand? Bon, je ne sais pas, mais en sport en général, comme avec la culture, on a une bonne infrastructure. Aussi soutenue par l'État ou les États fédéraux, ça veut dire pas des gens, pas les impôts des gens. Comme ça, dans tous les domaines, on essaye d'avoir du centre, mais aussi à l'école. Alors, c'est obligatoire d'avoir des classes de sport. Et en plus, on a traditionnellement un réseau des associations. Depuis 100 ans, il y avait un mouvement, le sport est bon pour la santé, et comme ça. Et depuis, je ne sais pas, 30 ans, on a aussi, comme partout, aussi le gym ou le privé, de plus en plus. À ce niveau, est-ce que vous avez un sport de prédilection? Non, mais... Si oui, est-ce que vous le pratiquez? Quand j'étais jeune, j'ai joué du tennis, mais pas maintenant. Maintenant, je vais au gym. Mais j'aime bien. 3-4 fois par semaine, j'essaie de faire soit des choses moi-même avec des poids, soit des classes comme pilates, de body pump. Est-ce qu'au niveau de la coopération, le sport a une place de choix? Quand on connaît la qualité des infrastructures. Oui, définitivement, des programmes. On a des académies de sport, par exemple. Ça, c'est aussi un bon exemple pour l'Allemagne de l'Est, la RDA. Ils ont eu traditionnellement, une bonne académie de sport à Leipzig. C'est une ville au sud de Berlin. En Allemagne de l'Ouest, c'était Cologne. Et là,
on ouvre des cours, des bourses, particulièrement pour les pays en voie de développement émergents de tout genre. Et on a des autres aussi, NF pour le football, mais aussi vraiment pour des athlètes et bon, tous les domaines du sport. Et là, on a, oui, toujours eu depuis longtemps aussi D'accord. des candidats de la Côte d'Ivoire qui participent. Ok. L'Allemagne, c'est de grands clubs. Vous êtes partisan de quel club de football? Ah oui, Il est né à quand je Wolfsburg. suis né à Wolfsburg, ça c'est le siège de Volkswagen. Ok. Je suis Wolfsburg parce que quand j'étais jeune, c'était un petit club. Hein. Ok. Et on a fait même comme école, on a fait le sport dans le stade. Et maintenant, c'est un grand stade, ils font partie de Bundesliga. Et de la Champions Ils sont League numéro aussi. 3, parfois. Naturellement, ils sont organisés comme une association privée et la majorité, c'est dans les mains de l'usine Volkswagen, de Volkswagen. L'Allemagne, c'est aussi de grands noms du football mondial. Frank Beckenbauer Ouais, et autres. Klinsmann, Griezmann. Rummenigge. ouais. Ok. Nous allons à présent Mais il y passer. a aussi de plus en plus de joueurs de l'Afrique. Ça, c'est aussi, si je parle, l'Afrique doit être aussi visible en Europe. Je me réjouis. On trouve vraiment des bons talents et ils cherchent. Je me rappelle Bayern München, bon, tout le monde connaît Bayern München. Ils ont organisé des tournois au Nigeria Ok. pour, à la fin, avec un final à Abuja, pour trouver Des talents. des talents. Et si je ne me trompe pas, je pense FC Barcelona a ouvert même une académie à Lagos À Lagos. pour scouting, pour trouver des talents. Ok. Et si on regarde les teams, l'équipe nationale, aussi le coup mondial, le dernier coup mondial, là à la fin, oui, j'étais encore à Lagos, mais j'étais aussi pour la France parce que oui, la moitié, c'était aussi des Français avec des racines en Afrique. Hein. Voilà. Mais comme la Premier League, si on regarde là, la Premier League de la D'accord. Grande-Bretagne, hein, c'est... D'accord. Amis téléspectateurs, vous nous suivez. L'émission, c'est Elview, le plateau qui reçoit des élites sur Lumière du Monde Télévision. Et pour ce numéro, nous recevons Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Ingo Herbert, qui est donc avec nous sur ce plateau. Excellence, avec votre permission, nous allons maintenant aborder le volet religion de cette émission. L'Allemagne est un pays laïque avec plus de 80 millions d'habitants. Quel est le pourcentage des chrétiens dans cette population? Les derniers chiffres, j'ai trouvé, c'était un peu plus que la moitié, 52%. 27 est catholique et 25 de protestants. Parce que, oui, et traditionnellement, on était toujours divisés. Parce que vous savez, Martin Luther en français, c'était un Allemand qui a vraiment protesté il y a plus de 500 ans contre l'Église catholique. Et c'était le père fondateur du protestantisme et quelques ducs ou rois. Comme je dis, on a eu des royaumes, des ducs, ont choisi la foi du protestantisme, et particulièrement au nord. Hein. Après la Suède, le roi de la Suède, le roi de Danemark ont suivi. On a eu la guerre de 30 ans entre les forces, de nouveau l'empereur de l'Autriche, naturellement catholique, contre les forces du Nord. Et la Prussie aussi, Berlin, était toujours protestant, un pays protestant. D'accord. Alors, la Covid-19 est une réalité aujourd'hui. Beaucoup de secteurs ont été touchés, les églises aussi. Quelle a été l'approche en Allemagne des églises? Elles ont été aidées pendant la fermeture des temples? Bon, comme j'ai dit, chez nous, c'est la
décision des États fédéraux et on a fermé des églises à un temps ouvert avec des concepts contre le Covid, avec euh, des personnes, des chiffres de personnes limités ou des services en dehors. Ouais. Et, Alors, et en Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous avez soutenu? Est-ce que vous avez soutenu les églises en Côte d'Ivoire pendant la Covid? comme vous avez dit, on est un pays laïque, euh, mais quand même, il y a comme État, comme gouvernement, pas directement. Ok. Mais je sais, euh, les églises, les églises, c'est connu. Catholique allemande, avec ce réseau, a des programmes partout. Et l'église protestante aussi, ils ont même aussi les droits pour l'assistance dans les pays en voie de développement, des pays émergents, de solliciter des fonds du gouvernement. Pour l'Église catholique, par exemple, c'est Misérior. Et je n'ai et je sais, je crois, ils font aussi ici des projets. Je sais, quand j'étais au Burkina Faso, beaucoup. Mais ici, quand j'ai rencontré le cardinal aussi, et l'Église. Mais très souvent, on n'est pas, comme ambassade, on n'est pas informé. Alors, et ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire. Même si ils ont sollicité des fonds du gouvernement à Berlin. D'accord. C'est comme ça, c'est la même chose très souvent avec aussi des organisations internationales. Là aussi, le gouvernement transfère euh, au siège de ces organisations le fonds et le siège des sites. C'est bien Très- compris. Excellence. Alors, nous allons aborder le dernier chapitre de ce plateau de télévision. C'est un chapitre que j'affectionne particulièrement, c'est la cuisine. Nous euh, allons parler donc cuisine, Jacques Guessin. Oh, d'entrée de jeu, quel est le repas de prédilection des Allemands? ah, retour à la République fédérale d'Allemagne. Euh, Oui, on n'a pas comme beaucoup de pays européens, ou peut-être vous, une cuisine. Mais à l'étranger, si on pense à la cuisine allemande, tout le monde pense à la cuisine bavaroise, avec des saucisses, le porc, le choucroute et la bière, la grande bière, 1 litre. Mais ça, c'est la Bavière. C'était avec la Bavière, avec une tradition. Recette vraiment aussi des siècles, hein, des secrets D'où dedans. vient cette Mais, tradition de mais à bière? Hambourg, au nord, on ne mange pas ça comme ça. Ah, Et ok. à Berlin non plus. À Berlin, la spécialité, c'est par exemple une saucisse avec le ketchup et les frites. On trouve partout. Alors, On en Excellence, salue. l'Allemand est très friand de bière. D'où vient cette tradition? Ah, c'est du Moyen Âge, hein, même euh, c'est du Moyen Âge déjà. On a, comme vous avez aussi, je ne sais pas, parfois on appelle ça de l'eau. D'accord. Et non, et en plus, je crois en Allemagne, à cause du climat de la vallée du Rhin, là on a des vignobles, du vin. Mais dans beaucoup de parties de l'Allemagne, on ne peut pas avoir du vin. Comme ça, les gens ont créé avec l'alcool une sorte de bière. Même euh, déjà les germaniques, il y a 2000 ans, ont créé quelque chose similaire, pas comme aujourd'hui, la bière, mais similaire de la bière, plutôt D'accord. plus Alors, similaire Excellence, que le dolo. nous abordons la dernière question de ce temps de télévision. Vous avez servi dans plusieurs pays africains, notamment en Tanzanie, au Nigeria, au Mhm. Burkina Faso, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a un mets africain qui vous a marqué? Oui, plusieurs, mais à locaux, par exemple, Aloko, hein? je suis végétarien, alors Ah, c'est toujours d'accord. bon. À Tchéquet, La Tchéquie ici, aussi, jollof rice en au Nigeria, Nigeria. où j'aime bien si les repas sont épiciers. Alors le pepper soup, ouais. Mais D'accord. aussi parfois, comme j'ai bien apprécié d'ajouter pas seulement le piment, mais aussi, par exemple, le moringa
Ah, le J'ai moringa, découvert à oui, Burkina oui. Faso. Il y a des vertus thérapeutiques. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous vous exercez quelquefois à la cuisine, Excellence? Ouais. Qu'est-ce que vous préparez souvent? Des nuits. Des nuits. Non, je peux faire la cuisine. La cuisine. Mon père est décédé quand j'ai eu 13 ans. Ma mère a travaillé. Comme ça, elle a préparé des choses. Et ma sœur et moi, bon, on a aussi fait un peu la cuisine. Non, j'aime bien faire, mais je n'ai pas beaucoup de temps ici, naturellement. Bon, Avec, j'ai une cuisinière, un cuisinier, mais je l'aime, ouais, ouais. d'accord. Jean-Richard va vous inviter un jour, hein, Ah à oui. la Ouais, spécialité et ma ivoirienne, spécialité est non végétarienne, c'est le goulash. le goulash. Et c'est quoi? C'est bon, mon père était autrichien. C'est plutôt un Ok. plat national de la Hongrie. C'est des pièces de bœuf Ok. avec une sauce, avec beaucoup d'oignons, avec une sauce, beaucoup de piment. Euh, il y a un repas français similaire, bœuf, D'accord. bœuf bourguignon. Ok, d'accord. C'est similaire, mais c'est plus épicé. C'est plus le épicé. goulash. Ouais. D'accord. Alors c'est. Merci, Excellence, Jean-Richard. On va dire ensemble merci. Oui, merci Excellence, à vous. votre mot de fin, ce serait lequel? Quand même, le monde se bouge et il faut essayer dans son rôle de faire avancer le monde un peu chaque jour, Chaque jour, dans son rôle. Ouais. dans son rôle. C'est bien compris. Merci. Merci, Merci, Excellence. Je rappelle, amis téléspectateurs, que nous recevions pour ce numéro de Elview, le plateau réservé exclusivement à l'élite sur Lumière du Monde Télévision, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Ingo Herbert, avec qui nous avons échangé autour de la coopération germano-ivoirienne et toutes les autres activités qui gravitent autour de cette coopération. Nous avons été très heureux de vous entretenir. Merci de votre fidélité. Merci, Excellence. À bientôt. Merci.